Naviguer entre Charybde et Scylla. C'est un peu l'impression que donnent les interrogations des soignants qui entrent dans mon cabinet. Être ballotté entre la décision d'abandonner un métier qu'ils et elles aiment, auquel ils croient, pour préserver leur santé mentale et leur intégrité, ou continuer d'exercer dans un contexte de pénurie de moyens humains et matériels, avec épuisement à la clé et sentiment de mal faire leur métier et de ne plus agir pour le bien des patients. Les métiers du soin sont de ceux qui attrapent, qui hameçonnent au cœur ceux qui les exercent. Et pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'était un déchirement, bien que parfois nécessaire, de renoncer à ces métiers. En cela, le témoignage de Ève est emblématique. Elle est arrivée dans mon cabinet à la sortie du Covid, à bout de souffle et voulant fuir à tout jamais son métier d'aide-soignante à l'hôpital, au CHU, comme elle dit. Je la retrouve 2 ans après et je comprends qu'elle n'en a pas fini avec le soin. Dans cet épisode, elle tire pour nous les fils de cet engagement professionnel qui s'enracine dans son histoire personnelle, des liens d'hier et peut-être de demain. Vous écoutez le podcast Tracer sa route, je suis Isabelle Vernet et aujourd'hui nous rencontrons Ève. Ah mais ça enregistre. Ouais, ça enregistre. Mais c'est pas grave, c'est pas coupé après donc tout va bien, tout va bien. C'est parti. Action. Tu m'avais dit que un de tes rêves d'enfant où tu te voyais dresseuse de fauves. C'est vrai. Ah mon Dieu, oui. Dresseuse de fauves, ah oui. J'adore les fauves. Mais j'exerce cette passion autrement du coup. Voilà. Je me suis fait tatouer un truc. J'ai un chat, j'ai un chien. Il y a des fois où il faut que ça reste des passions et d'autres qui se transforment en carrière. L'école était assez compliquée pour moi. J'ai eu une phobie scolaire pendant des années. Donc du coup, puisque j'ai eu une enfance un petit peu cassée, on va dire. Donc du coup, voilà, j'étais désarmée et sensible, très sensible. Tout ce qui était peut-être trop pour moi, voilà, je le vivais trop. Tout ce qui était un peu peut-être normal pour les autres, je le vivais trop. C'est de l'hypersensibilité, hein, ni plus ni moins. Donc du coup, voilà, les profs qui nous grondent, qui nous collent parce qu'on a eu une mauvaise note, qui nous donnent des fessées, qui nous jettent la craie, qui nous humilient, ça je l'ai vécu. Je me suis toujours sentie un petit peu à part, donc on me mettait à part. Parce que je ne répondais pas spécialement un peu toujours aux codes sociaux de ce que les autres voulaient vivre. De ce qui était normal, etc. Donc du coup, l'école, quand on fout 300 élèves dans une cour d'école et qu'il faut tous apprendre à s'aimer et à se supporter tous les jours, ça fait des histoires, ça fait des clashs, ça fait des blessures. J'ai réussi quand même à me réconcilier avec l'école quand vraiment j'ai fait le BEP, carrière sanitaire et sociale. Ça m'a réconciliée avec les études quand j'ai choisi une carrière, une voie, et que j'avais décidé ça aussi avec ma mère, qu'elle m'avait aidée. Voilà, le BEP en 2 ans, ça m'allait très bien. Ce qui a fait aussi que ça m'a aidée, c'est qu'on avait des stages dans une spécificité. C'était pas de manière générale. Donc c'était moins anxiogène que l'école classique, on va dire, avec des cours lambda, quoi. Il y avait soit enfants, soit personnes âgées, les deux. Moi, comme par hasard, j'ai été l'une des seules de la classe au premier stage chez les personnes âgées. Bon, je suis tombée amoureuse de ce public, du coup. Donc c'était écrit, hein. Alors, j'ai jamais vraiment été à l'aise avec les enfants. Ça aussi, pour une femme, c'est « Oh, mon Dieu !» Alors, je ne suis moi-même pas maman. Donc ça joue peut-être aussi, mais voilà, jamais vraiment été à l'aise avec les enfants. J'ai plus toujours été à l'aise avec les personnes plus âgées. Donc du coup, une population vieillissante m'allait très bien, parce qu'au moins, on parlait de tout et de rien à la fois. On apprend beaucoup de choses auprès d'eux, on se marre, vraiment, aussi. Premier stage où je suis tombée, je suis tombée avec une infirmière et une aide-soignante, dont du coup cette aide-soignante qui s'appelait Sylvaine et qui m'a vendu du rêve. Enfin vraiment, elle était exceptionnelle comme nana. Elle m'a fait vraiment, elle m'a fait tomber amoureuse du métier d'aide-soignant.
m'avais parlé d'une phobie de l'hôpital. Et puis ensuite, tu as travaillé à l'hôpital. Une fois de plus, un paradoxe. Histoire de ma vie. Mais c'est bien, ça veut dire qu'on évolue. Alors oui, en fait, cette phobie de l'hôpital est venue quand j'ai perdu mon papa. Donc j'avais 5-6 ans. Et donc il est parti très jeune, une tumeur au cerveau, donc un petit peu chaotique comme fin de vie, on va dire, comme parcours médical. Et c'est vrai que du coup, j'ai atterri en réa, haute comme 3 pommes. C'est hallucinant quand j'y repense. Et que je voyais toutes ces grandes personnes autour de moi en train de me regarder avec des yeux limite larmoyants. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Je comprenais, mais... et vraiment, voilà, on a tous un souvenir de l'odeur de l'hôpital, des lieux, des couleurs, des ambiances. Voilà, et j'en ai eu un, du coup, c'est voilà, d'être allé voir mon papa en train de mourir dans le coma. On a dû me porter pour le voir sur le lit. Il était sous respiration, sous respirateur, etc. Donc inconscient, donc j'ai même pas pu. Voilà, donc on m'a fait faire un bisou à mon papa dans cet état. Je regrette pas, mais du coup, voilà, ça peut marquer une petite de 6 ans. Et à côté de ça, je suis pas allée à l'enterrement. Donc il faut m'expliquer, mais c'est pas grave. Et du coup, pendant des années, voilà, quand je passais devant l'hôpital, quand j'ai pris conscience de toutes ces choses-là et que j'ai grandi, que j'ai évolué, et que je me posais surtout la question de mon projet professionnel, je me disais jamais, mais jamais de la vie, tu me verras travailler à l'hôpital. C'est pas possible. Non. Et puis la vie, elle aime bien nous emmener là où on est le moins à l'aise. Donc quand j'étais jeune diplômée aide-soignante, que j'ai fait 2 petites missions pendant 4 mois, j'ai fait un poste en APF à mi-temps, puis ensuite en unité Alzheimer dans une maison de retraite pendant 2 mois, et ça m'a pas plu. Voilà, l'organisation était pas OK. Et c'est là où j'ai pris un temps, parce que j'étais encore chez ma mère, donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je tente ? Et c'est là où du coup je me suis dit, écoute, je suis aide-soignante, j'ai pas fait tout ça pour rien, autant aller travailler là où je ne pouvais pas aller travailler en tant qu'auxiliaire de vie. Donc c'est-à-dire tout ce qui est hospitalier, clinique, etc. Et ça a porté ses fruits, puisque j'ai postulé au CHU et on m'a répondu 2-3 semaines après, je crois, et on m'avait proposé le poste dans mon service que j'ai accepté. Donc du coup, j'ai réussi à passer au-dessus de ça. Vraiment, ce qui m'a permis d'en finir, entre guillemets, avec ça, avec cette période, avec cette phobie, ce trauma, c'est... mon père aussi était médecin, donc quelque part, je vais lui faire honneur. Et à moi aussi, parce que j'aime mon métier, je veux apprendre, je veux découvrir, et s'il faut aller à l'hôpital pour ça, j'irai, pour lui et pour moi. Il y a du transgénérationnel à fond. De ma mère qui était infirmière, qui est infirmière, parce qu'elle est à la retraite, mais qui est infirmière, et mon papa qui était médecin homéopathe. Donc j'ai un peu baigné là-dedans, déjà dès l'enfance. Donc mon papa me donnait mes granules quand j'étais un peu malade, puis parfois j'étais pas vraiment malade, mais il me donnait quand même des granules, j'aimais bien. Je guéris un peu cette plaie à ma manière, quoi, tout simplement, parce que en y allant, comme il était médecin, je lui fais un peu honneur aussi en disant, t'as vu, papa, j'y arrive, je vais être soignante, donc du coup, voilà, je suis à l'hôpital et je vais exercer mon métier là-bas et je vais kiffer, ça va être trop bien. Alors, aide-soignante, déjà on est un peu le bras droit de l'infirmière, donc on est beaucoup Les établissements mettent de plus en plus ça, c'est le binôme, c'est l'équipe pluridisciplinaire, etc. Donc l'aide-soignante, c'est les yeux et un peu les bras de toute l'équipe, puisqu'on est là pour observer l'état du patient, donc dans sa globalité, autant psychologiquement que physiquement. Ça va de soulager une détresse émotionnelle, autant que les soins de nursing, du coup.
Donc c'est la plus grosse partie de notre métier. Qu'est-ce que c'est les soins de nursing? Le nursing, c'est vraiment les toilettes. Donc c'est de la mobilisation du patient, c'est l'hygiène corporelle, intime, c'est la protection des téguments, donc tout ce qui est les ongles, les cheveux, une surveillance vraiment de l'état cutané, de la mobilité. Voilà, on fait un petit peu plein de métiers à la fois. J'aime bien. Parce que du coup, on touche à tout l'aspect de l'être humain. On fait autant, comme je disais, on peut s'identifier comme un petit peu assistante sociale, psychologue, kiné, parce qu'on mobilise, on porte les gens autant physiquement que psychologiquement. Et quand vraiment on s'y intéresse et qu'on décide de se développer soi-même dans son métier personnellement, on ne peut aider que le patient. Pour faire du bien aux patients, enfin faire du bien, non, on pourra couper ça. On est là pour assister le patient, le résident, enfin vraiment on fait office vraiment de soutien. Même si on est là pour certains que pour faire les toilettes et changer les protections et puis laver les bassins, oui, bien sûr, c'est la base de notre métier. Si vous n'aimez pas ça, changez vite. Mais bon, voilà, on s'y fait, hein. On se fait à tout. Mais c'est outre ça, c'est une approche vraiment très intime qu'on peut avoir avec le patient, le résident. L'humain est très complexe. L'humain peut être magnifique autant que difficile à comprendre et parfois à gérer. Et ces dernières années, quand j'étais à l'hôpital, j'ai mis beaucoup de cœur à comprendre justement toute cette complexité de l'humain pour pouvoir mieux interagir, mieux comprendre et mieux appréhender toutes les facettes d'un patient pour pouvoir plus lui apporter mon aide. Ça passe par mettre des limites à je suis là pour vous aider. C'est quoi les limites, par exemple, qu'il faut poser? Ça peut venir des insultes, un manque de respect. Sans dire insulte, ça peut être juste un manque de respect. Voilà, la génération vieillissante parfois a des jugements vis-à-vis de nous. Voilà, on est un peu les bonnes, on est un peu les boniches, on est un peu le fond du panier. Donc du coup, rétablir un petit peu l'ordre aussi et le respect de notre métier, c'est important. Après, ça vient aussi, je pense, surtout des hommes qui peuvent être un petit peu trop entreprenants. J'en ai eu pas mal. Qui sont pas à leur place. Donc tout simplement leur dire, non, là, je suis pas d'accord. Tout dépend des situations, mais voilà, c'est le patient qui s'allonge pour que je le dépile pour la préparation préopératoire. Il écarte les jambes, il met les mains derrière sa tête et il dit « Allez-y ». Oui, tu vas le faire tout seul. Hein. Voilà, c'est un peu de ce manque de respect-là où c'est de la conscience. Enfin, je veux dire, c'est fait en conscience. Les patients qui sont Alzheimer, déments, séniles, frontales, c'est vraiment une pathologie. Bon, on accepte un petit peu plus, on négocie un peu plus la chose. Mais quand c'est vraiment fait en conscience et que ça porte atteinte à la jante féminine, ils font pas souvent ça aux hommes. Hein. Faut se faire respecter. Oui, parce qu'on peut préciser que le métier d'aide-soignante est très très majoritairement féminin. Oui, c'est vrai. Mais de plus en plus, il y a des hommes qui osent affirmer leur côté soignant. Mais il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, c'est sûr. Il y a plus des infirmiers en tant qu'hommes, je trouve. Mais être soignant, ouais. Mais de base, hein, c'est un métier qui est plus porté vers la jante féminine. Mais aujourd'hui, on évolue. Voilà, ça change. Et est-ce que tu as souvent eu affaire à la mort? Alors oui, c'est sûr. Ça fait partie du métier, ça fait partie de la vie, dans sa généralité, mais il faut être prêt et se préparer un peu aussi à vivre ce genre de situation qui n'est pas toujours agréable. C'est malheureusement pas comme dans les films. Par exemple, il faut le savoir que quand quelqu'un meurt, les muscles se détendent, donc du coup les yeux restent ouverts.
Voilà, donc comme les animaux, hein, s'il y en a qui ont assisté déjà à la mort de leurs animaux de compagnie, c'est ça. Hein, Donc voilà, c'est ce genre de petits détails qui, comme je dis, c'est pas comme dans les films, c'est voilà, on voit le scope en train de faire un tracé plat. S'il n'y a pas une anticipation derrière de fin de vie, on ne fait rien parce que la famille, le patient ne veut pas, entre guillemets, être sauvé. Euh, si nous on voit un tracé plat sur le scope, on court et on fait une réa. On regarde pas le patient systématiquement en train de mourir. Ah bah voilà, il est mort. Et les yeux fermés en plus. C'est propre, c'est clean. Non, ça, voilà, ça roule pas. C'est pas comme ça dans les hôpitaux. Donc oui, j'ai dû faire à beaucoup de patients décédés, beaucoup de toilettes mortuaires, beaucoup de soins. Enfin des soins. Il faut enlever tout l'équipement, donc ça peut être la sonde, le cathéter, la sonde nasogastrique, les PICC line, le pacemaker. Enfin voilà, c'est tous ces équipements un peu invasifs qu'il faut manipuler sur quelqu'un qui est sans vie. Et quand on n'est pas habitué, ça peut impressionner. Et c'est pas qu'on s'y fait, mais on adopte, j'ai envie de dire, une autre technique pour surmonter ça. Et je trouve que c'est là aussi très intéressant d'un point de vue d'une autre dimension de comment est-ce qu'on peut être amené à négocier la chose et alors quand c'est des patients âgés, on peut se dire c'est dans l'ordre de la vie. Donc tout de suite, il y a un petit peu un apaisement à ce niveau-là. Alors je n'ai jamais fait de pédiatrie, donc je ne me dirais pas ça avec les enfants, bien sûr. Mais voilà, c'est que son heure était venue, c'était son choix, peut-être aussi, c'était le moment. Voilà pourquoi les patients ils restent en vie pendant 2 semaines alors qu'ils sont fatigués, ils sont en phase terminale, ils n'en peuvent plus, ils demandent que ça. Ben, on ne sait pas. Donc quand nous, on les assiste, on est là pour eux et que là, c'est autre chose qui vient se créer avec le patient au-delà du nursing, parce que ça reste un soin naturel que tout le monde fait tous les jours. Là, c'est vraiment une autre approche avec le patient qui peut être très surprenant et très touchant et qui peut nous apporter aussi beaucoup. Et quand le patient enfin est libéré, parce que pour moi c'est une délivrance, la mort, malgré tout, vivement l'euthanasie, vraiment, c'est une souffrance terrible. Et quand ils s'en vont, on est triste, parce que nous on est là, mais eux ils sont libérés. Comment tu fais ou comment font les soignants en général avec cette question de l'attachement aux patients? Avec les patients et l'attachement, moi j'ai vu vraiment un avant-après. Alors j'ai fait 9 ans dans ce service hospitalier. C'est plutôt bien justement d'avoir fait un assez long moment dans un même endroit, parce qu'on se voit évoluer, si on se regarde bien sûr évoluer. Je suis arrivée très jeune dans le service, très jeune, je suis arrivée vers 22 ans. Je m'attachais. Alors il y a deux choses, j'ai envie de dire il y a deux choses. Il y a l'attachement avec le patient, et il y a aussi ce qu'on ramène à la maison et ce qu'on laisse au vestiaire. Et les deux se complètent. Et c'est vrai que le patient, on crée des liens. C'est normal, c'est naturel, on est des humains. À l'école, on nous dit distance professionnelle, faut pas s'attacher, nani nana. Oui, mais le soin, quand on y met du cœur sans se faire du mal, personnellement ou au patient, tout de suite, c'est beaucoup plus apaisant pour les deux. Parce qu'au moins, on sait qu'on a fait notre métier avec cœur, justement. Mais il faut savoir laisser au vestiaire les soucis, tout ce qu'on a pu vivre ou penser, ou voilà, quand on enlève notre blouse, quoi. Donc les deux sont liés, je trouve. Mais l'attachement, c'est au cas par cas, je pense. Il y en a qui vont adorer s'attacher et qui vont très bien gérer le fait de se lier avec les patients. Et s'ils ont à décéder, ils gèrent à leur façon.
Et il y en a qui vont être très carrés, très pro, justement. Ni trop, ni pas assez, mais un peu moins que d'autres. Et ça leur va très bien. Il faut de tout. Ça équilibre, justement, parce que il y en a qui vont être très carrés, très pro, très pas froid, mais plus distant. Mais ça permet un petit peu aussi de dire aux patients, quand même, on n'est pas potes, on est des soignants, vous êtes des patients, on peut créer du lien, on peut créer une confiance, une communication, mais voilà, on va pas se donner nos numéros quand tu vas partir, quoi. Je dirais l'attachement, ça va être créer du lien pour établir une confiance et une communication quand on va être amené à faire des soins pas très agréables, un peu difficiles pour les deux, plus pour le patient malheureusement. Et ça permet de sauver ça, je pense. C'est ce côté attachement. Ma journée d'aide-soignante n'est pas forcément accomplie si je ne fais pas rire au moins une fois un patient. J'aime beaucoup ce côté clownesque, j'admire énormément les clowns. Ce sont vraiment des professionnels incroyables. C'est de l'art. Moi qui fais du théâtre du coup et qui me suis essayée à la clownerie, c'est méga compliqué à mettre en place, à lâcher justement ce masque un peu social, ces retenues, ces conventions sociales, etc. Là vraiment on fait renaître ou on fait réapparaître notre âme d'enfant. Et quand je suis dans une forme de pitre, toujours avec conscience et intelligence, je fais pas n'importe quoi, j'ai des résultats incroyables, surtout quand je suis en tenue de soignante, parce que c'est un message, quoi. Ça me porte, c'est pour eux, quoi. Enfin, qui sont contents, que ça les fait rire, sourire, ou qui s'y mettent eux aussi. Il y en a que j'ai réveillé, j'ai réveillé leur âme d'enfant. Ça fait du bien. Ça allège un petit peu le côté un peu dark, sombre du métier où c'est la mort, où c'est lugubre, c'est glauque. Ça amène un peu de joie, de bonne humeur, de légèreté. Et c'est un de mes visages de soignante. Et le Covid alors Vas-y, raconte-nous un peu. Le Covid. Alors ça s'est fait crescendo. Parce que au début, voilà, on nous disait c'est une grippette, comme un peu à tout le monde. On s'est dit oui, pourquoi vous en faites un flanc, c'est une grippette, très bien. Donc j'ai 2-3 collègues qui commençaient à mettre des masques en disant non, vous voyez pas ce qui se passe en Chine, renseignez-vous, etc. Enfin voilà, il y avait de plus en plus des messages un peu alertants. Et on a commencé un petit peu à paniquer, mais paniquer, à se questionner. Et voilà, donc une chose après l'autre, on regardait les infos, on en discutait un peu autour de nous, puis les semaines et les mois passaient, et on voyait les cas augmenter un peu mondialement, et puis arriver à nos frontières, parce que le bus italien est passé et qu'il y avait 20 personnes infectées qui sont dispatchées dans la France, surtout vers Paris, mais il y avait aussi, je crois, vers Lyon. On s'est dit, oh mon Dieu, ça va arriver vers nous. Et pas loupé. Pas loupé. Et là, on s'est dit, comment on va faire ? Enfin, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on va réorganiser le service ? Et là, ça a été, par contre, la panique. Ça a été la panique pour tout le monde. Ça a été, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mourir. Enfin, je me souviens avoir mis des mots autour de chez moi en disant, les gens, restez chez vous, s'il vous plaît, parce qu'en fait, je suis soignante. Je ne veux pas vous avoir dans mon service et vous voir mourir, et je ne veux pas me voir mourir non plus. Et tous mes voisins, ils me parlaient loin, à distance, mais ils me parlaient oh là là, on compte sur toi, oui, mais on pense à vous, courage. Le monde a complètement perdu la tête et s'est mis à l'envers. Mon service a été complètement réorganisé parce qu'on était un service un petit peu aussi transversal, donc on pouvait se modifier pour pouvoir accueillir les patients Covid. Pas trop malades, mais un peu quand même. Même les interventions, on a tout mis en pause. On avait des visières
faites avec des machines 3D. Enfin, on n'avait pas de gants, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de blouse. Les blouses en sac poubelle, je l'ai vécu avec du scotch. Enfin, j'ai fait mes propres masques en tissu. Enfin, vraiment, c'était une autre dimension. Et pour autant, j'étais en mode automatique, en me disant, je dois aller travailler. Je dois aller au boulot. C'est mon métier. Ah, c'est sûr que la grippette, elle était féroce, la grippette. Donc, alors pendant un temps, on devait avoir le pass vaccinal quand on a eu le vaccin, mais avant ça, les patients devaient se faire tester. Nous, on a dû se faire tester aussi, parce qu'on savait une semaine après que le patient était positif. Et allez, on recommence. Donc voilà, je dirais qu'il y a eu une espèce de peur, un peu une phobie. Alors, c'est comme j'étais dans le milieu paramédical, il fallait que je fasse d'autant plus attention de ne pas contaminer justement les autres patients. Donc il y avait en plus cette pression-là. C'est pas juste bon maman, je te vois dans un mois, je t'appelle tous les jours. Là, je devais aller de chambre en chambre. Enfin, on devait aller de chambre en chambre. Donc on avait un secteur Covid, un secteur non Covid, et entre les deux, avec les collègues et tout, enfin limite on se faisait un roulement pour ne pas manger ensemble au cas où la collègue était contaminée. Donc ça a créé autant des liens que des distances. on s'est vraiment redécouvert dans une autre dimension. Enfin, c'était lunaire. Je me dis, mon Dieu, on a vécu 2 confinements. Je suis pas restée un jour chez moi pendant le confinement. J'ai suivi tout mon planning. On était là, quoi. On était là. Et même, alors ça par contre aussi, c'était beau. Au tout début, où on manquait tellement de soignants, on tombait comme des mouches. Alors moi, je touche du bois. Je l'ai pas eu. Je sais pas comment j'ai fait. Mais justement, j'étais encore plus présente que les autres, parce que les autres, quand elles tombaient, elles pouvaient plus bouger pendant 10 jours. Et on se donnait des nouvelles, tu vas bien. Enfin, s'il te plaît, en gros, c'était meurs pas, quoi. La première partie, vraiment du tout début, en janvier-février, on venait travailler même contaminé. Si on avait une version minime du Covid, comme on ne savait pas encore trop les formes graves, etc., le Covid long, enfin, c'était vraiment le tout début. Enfin, on ne comprenait rien à ce qui se passait. Elle pouvait, l'État, la hiérarchie estimait qu'elle pouvait venir travailler, mais contaminer quand même. Donc du coup, le cluster, malgré tout, on se le créait quand même, parce que quand on allait fumer, quand on se parlait, quand on mangeait, on peut pas ouvrir les fenêtres. On pouvait pas ouvrir les fenêtres, on pouvait pas aérer. Enfin, vraiment, on ne savait rien. On désinfectait tout, on ne laissait rien sur les tables. On avait l'Agnos, donc l'Agnos c'est un désinfectant hospitalier. On le laissait sur la table avec les lingettes. Enfin, on ne vivait qu'à travers nos désinfectants. Enfin, on aurait pu se mettre de l'alcool à 90 dans le masque, on l'aurait fait, quoi. C'était très stressant. Et le fait que les gens applaudissaient les soignants aux fenêtres à 20h, tout ça, c'est quelque chose qui t'a touché ou pas du tout? Comment t'as vécu ça, toi? J'en étais sûre que t'allais le demander. Je l'ai senti. Alors au début, je trouvais ça touchant dans le sens, au moins ça prouvait que les gens étaient chez eux. Moi je me disais ça, je me disais au moins les gens ils applaudissent de leur balcon, de leur fenêtre, ils sont chez eux. Bon, ils applaudissaient à 20h, donc la journée on sait pas, mais au début sincèrement ça me touchait. Et puis en fait quand je voyais au fur et à mesure des semaines et des mois qui passaient, le comportement des gens qui n'évoluaient pas avec la situation, que nous on continuait à trimer, qu'on se faisait des vagues. On appelait ça, enfin vraiment c'était des vagues de Covid. On en a eu une l'été, on en a eu une à la rentrée octobre, là quand tous les gamins et tout, les gens sont rentrés de vacances, mon Dieu, qui se sont tous entassés sur la Côte d'Azur là. Oh, horrible. Donc vraiment on a eu 3-4 bonnes vagues dans une même année, donc pas évident à toujours se
remobiliser de nouveau encore à s'adapter. Donc voilà, alors il y a ceux qui étaient excessifs et il y a ceux qui n'y étaient pas du tout. Et on comprenait les gens excessifs, mais les gens qui ne l'étaient pas, c'était un manque de respect total. Et là, quand c'est eux, je pense, qui ont fait partie, qui applaudissaient à leur balcon, bah non, en fait, j'en veux pas de vos applaudissements. C'est restez chez vous, protégez-vous. Et puis faites attention pour pas faire des clusters. Ah mais non, c'est bon, on craint rien. Oui, mais les autres craignent. Et c'est ce qui m'a un peu écœurée aussi pendant ce Covid. C'est l'organisation, oui, ça a été très compliqué. Le CHU a fait ce qu'il a pu. Et il a quand même, pour moi, là où je suis, enfin là où j'étais, a quand même pas trop mal géré le truc. Mais c'est vraiment le monde, quoi, qui comprenait pas. Donc, les applaudissements, je veux bien, mais derrière, suit cette logique, en fait. Voilà. Donc, il y a eu une petite révolte de ce côté-là, pourquoi aller continuer à faire aide-soignante pour qu'au final, j'apprenne, alors c'est peut-être bête, hein, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, que j'apprenne que la mamie, elle était en famille avec 50 personnes pour ses 90 ans et que tout le monde l'a embrassé, l'a touché, l'a bisouillé et qu'il y en a un qui était contaminé et du coup il y en a 30 qui sont Covid, dont elle. Bon, ça m'énerve, ça révolte. Ça peut arriver. Bien sûr, on ne sait pas qui dans la rue, il se retourne, il t'éternue dessus. Tu sais pas ce qui va t'arriver, tu pries et puis c'est tout. Mais là, quand c'est fait en conscience, comme je disais tout à l'heure, ça énerve. Ça énerve. Voilà. Le monde hospitalier, le monde soignant est en souffrance. Donc aujourd'hui, ceux et celles qui font leur métier avec passion, ils y mettent tellement du cœur, ils y mettent tellement d'eux, qu'ils s'oublient peut-être parfois. Et c'est ce qui m'a peut-être pêché et c'est ce qui m'a du coup poussé à faire du développement personnel, justement. Alors c'était un peu après le Covid que je suis venue te voir. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs un petit peu à vouloir changer, parce que ça a été pour beaucoup la goutte d'eau. Mais j'avais déjà cette idée avant. Alors ce qui a fait que ça a été insupportable, pour moi en tout cas, c'est déjà, c'est un tout. C'est un tout, le changement d'équipe. L'équipe joue beaucoup. L'équipe joue beaucoup et durant ces 9 années, l'équipe a énormément évolué et c'était de pire en pire. Donc ça déjà, c'était une chose. Ensuite, les cadres. Je suis tombée sur des vertes et des pas mûres. Oui, comme je disais justement, on manque de soignants parce que la profession est telle que beaucoup désertent, dont moi, pour se protéger surtout. Et comme on manque de soignants, on fait tout un remaniement managérial pour compenser ce manque. Donc le management, le rendement, il faut enchaîner, il faut pas râler, et puis on est remplaçable, si on n'est pas content, la porte est grande ouverte. Voilà, ça aussi, combien de fois je l'ai entendu. Si j'avais eu un petit peu plus de répondants à l'époque, je pense que j'aurais balancé cette phrase en disant, en fait... vous n'avez pas besoin de moi personnellement, mais du monde soignant, si, vous en avez besoin. Donc moi, je suis une soignante, faites en sorte de me garder, en fait, les gars. En plus, j'estime que je travaille bien, que je suis pas bonne à être jetée parce que je fais bien mon métier, j'aime mon métier. Et en fait, ceux qui partent, c'est ceux qui sont bien parce qu'ils s'investissent et qui sont professionnels et qui aiment leur métier, parce qu'ils se retrouvent face à un management pourri, à du rendement, à de devenir un service ambulatoire alors qu'à la base on n'en est pas un, tout ça pour faire plus d'opérations, plus de pognon, plus de rendement, et que quand on dit mais nous on est là pour le patient, non, c'est pas à nous de décider, c'est comme ça, nani nana,
Là, même là, on est amené à nous dire, si vous n'êtes pas content, prenez la porte, quoi. Oui, bien sûr, oui. Donc tout ça accumulé, en fait. Et puis le rythme. Enfin, j'ai été à temps plein pendant 9 ans. Alors, au fur et à mesure des années, je posais plus de jours de vacances parce qu'on cumulait des heures, etc. Avec les nuits, les fériés, voilà. Mais c'était jamais assez, en fait. Et mélanger à ça avec ce que j'ai vécu moi personnellement aussi, qui m'a amené au développement, etc. Enfin, tout ça combiné a fait que les dernières années étaient plus lourdes que bénéfiques, mais en même temps, c'est là encore une fois que est tout le paradoxe, c'est que ce métier m'a autant aidé à me lever que ce qui m'a fichu par terre. C'était je vais travailler parce que je vais bien, donc je vais travailler. Si je vais travailler, c'est que je vais bien, donc je travaille, alors que ça n'allait pas, mais ça m'a permis de me lever tous les matins pour ne pas encore peut-être plus sombrer, mais en même temps de me surépuiser à ce que j'avais déjà d'épuisé. Ça m'a fait encore plus creuser un peu ma tombée, un peu mon épuisement intérieur, parce que je pouvais plus rien donner, quoi. Mais je donnais toujours. Donc, je sais pas où je prenais cette énergie, mais en tout cas pas là où elle devait être. Donc, cette période m'a autant sauvée que fait sombrer. Ce métier, je l'aime, mais c'est ce qui a aussi fait que j'ai fait un pré ou un burn-out, je sais pas trop, mais j'étais un peu entre les deux. Malgré tout l'amour que je porte à ce métier, à ces professions paramédicales, aujourd'hui, avec la demande, avec les pathologies, le rythme, on ne peut plus faire ça longtemps. D'accord, donc en tout cas, il n'y a aucun regret de t'être orientée vers le métier d'aide-soignante. Non. Non. Il n'y a pas de regret parce que même si ça apporte son lot de, on va dire, de souffrance quelque part, mais en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu bateau, mais on souffre toujours. Quoi qu'on fasse, où qu'on aille, il y a toujours des murs qu'on se prend, il y a toujours des critiques, il y a toujours, justement, si j'avais su, voilà. On aura toujours ça, quelle que soit la voie qu'on ait à choisir ou qu'on choisisse. Donc, non, il n'y a pas de regret. Pas de ce métier-là. Peut-être juste dans la manière de l'avoir approché au début de ma carrière professionnelle. Quand on aime, on compte pas toujours. Et moi qui étais à fond, qui ai toujours connu que ça, c'est pas que j'ai foncé tête baissée, mais c'est que c'était un peu nos limites. Voilà. Donc du coup, c'était les 6 jours sur 7, tranquille. Les pires endroits du monde, tranquille. Ouais, bon, allez, quand on débute, on regarde pas les défauts, on se pose pas les questions. Donc, si j'ai un conseil en début de carrière, c'est vraiment se questionner et essayer de savoir si on se sent bien là où on est. Et quand on se sent moins bien, de voir où on serait mieux ailleurs. C'est pas parce qu'on change au bout de 3 jours, au bout de 3 ans, qu'on est une mauvaise soignante. Il faut pas qu'on culpabilise. Il faut pas qu'on se remette forcément en question à 100%. C'est, non. C'est comme des histoires de couple. Ça va un temps et parfois les chemins se séparent. La carrière professionnelle, c'est pareil. La culpabilité, c'est une notion importante chez les soignants. Oui, parce qu'on nous demande toujours plus avec toujours moins. Ça, c'était une autre phrase fétiche. Et souvent pour le même salaire. Bah oui.
Donc la culpabilité, c'est justement pour les passionnés, et ça vaut aussi pour les nouvelles recrues, hein, les jeunes. Je suis une vieille moi maintenant là-dedans. C'est j'ai pas fait assez bien ce soin, ou je lui ai mal parlé, ou alors qu'en fait pas du tout. Voilà, tant qu'on n'insulte pas, tant qu'on n'est pas maltraitant au sens large du terme, en fait on est humain quoi. Au début justement, je me remettais énormément en question, mais pas forcément dans le bon sens. Et je me prenais la tête toute seule. Alors ça vient aussi avec l'expérience. Quand on commence, justement, c'est pour ça que je dis que c'est bien de ne pas se jeter complètement la tête la première et de vouloir tout révolutionner, parce qu'on est nouveau-né dans ce domaine, on veut... Ouais, on veut tout bien faire à 100%, etc. Parce que on a notre diplôme, donc on est fiers. Mais derrière, la chute, elle est douloureuse. Donc y aller pas à pas, pour éviter justement cette culpabilité et puis cette pression qu'on peut se mettre à soi-même en fait, dans l'exercice de nos fonctions premières d'aide-soignante, qui est la communication, le soin de nursing, le binôme aussi, voilà. C'est pas parce que l'autre est infirmière que... nous, on est des merdes, pardon pour le mot, hein, mais on nous associe souvent à ça. Voilà, on fait les toilettes, ça va avec le mot, quoi. Bah non. Non, on est une équipe. Et se faire respecter aussi, ça peut éviter de la culpabilité. Voilà, mettre des limites, se faire respecter, tout en étant gentiment courtoise, hein, mais en disant non, quoi. Tout simplement. Oui, il faut y aller pas à pas. Mais même pas pour durer ou pas durer, c'est même une question de respect envers soi-même, mais aussi une notion de limite avec l'équipe. Parce que si tu donnes tout de suite, eh ben on te demandera toujours plus. Tout le temps. Je dis pas qu'il faut être flemmard. Je dis juste qu'une fois de plus, il faut trouver un équilibre entre le trop s'investir, le trop prendre personnellement, le trop donner, le trop ressentir. Enfin, voilà, c'est pour ça que le développement personnel est très complémentaire, parce que justement, ça nous impose nous aussi à nous dire là, non, stop. Là, oui, d'accord. Pendant bien un an, une bonne année, c'était non, jamais, jamais, jamais je n'y retournerai, ça suffit, stop. Et oui, finalement, ce paradoxe, du coup, était toujours présent. Et au bout d'un an, un peu plus d'un an, je me suis dit, pourquoi pas retourner être soignante. Mais, comme on se l'est dit toutes les deux plusieurs fois aussi quand on en discutait, sous certaines conditions ou vraiment dans d'autres lieux, organisé différemment. Il y a plein il y a plein de façons d'exercer ce métier. Il y a plein de possibilités. Donc à moi de un petit peu m'adapter aussi à la situation, à moi, et d'expérimenter. Alors comme du coup, je n'avais jamais rien tenté d'autre chose qu'être soignante, cette année de pause m'a permis de découvrir 2 autres métiers où j'ai pu apprendre plus sur moi encore, ma capacité à m'adapter, à apprendre de nouvelles choses, une nouvelle façon de m'organiser, à retrouver un rythme de vie aussi, donc je me suis plus reposée, etc. Et au bout d'un moment, c'est vrai que ce côté humain me manquait. J'aimerais beaucoup explorer un renouveau du métier d'aide-soignant. Enfin, il y a plein d'endroits où on peut travailler en fait. Il y a plusieurs façons. Il y a l'hôpital, il y a les cliniques, il y a les maisons de retraite. Il y a plein de choses quoi. Et notamment l'intérim. Donc c'est vrai que du coup, je me pose beaucoup la question et je suis en train de voir, d'explorer ça. Comme j'ai droit un peu au chômage, donc je peux tâter le terrain sans forcément me jeter à temps plein justement dans cette expérience-là et ne pas me dégoûter et faire trop vite les choses. Ça matche assez bien avec tout ce que j'envisage
comment pratiquer mon métier d'aide-soignante. Voilà, ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Une fois de plus, il y a quelques années, moi, intérimaire, jamais. Donc, du coup, une fois de plus, finalement, j'y vais. Mais j'y vais pour les bonnes raisons. J'y vais pour moi, j'y vais pas parce que c'est une solution d'urgence, j'y vais parce que j'ai envie d'explorer, j'ai envie de me redécouvrir dans ce milieu-là, dans cette pratique-là. Et puis, advienne que pourra. Alors peut-être que mon métier d'aide-soignante s'arrêtera un jour, demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, je ne sais pas. Et que ça se transformera en autre chose, toujours dans le relationnel, dans la communication avec autrui, mais fait et exploité différemment. Mais tout ce que je peux apprendre en tant qu'aide-soignante et dans tout milieu et domaine que ce soit, je prends. Quand on parlait du projet professionnel et que qu'on avait étudié toutes les deux dans le bilan du court, moyen, long terme, il y avait la notion aussi de devenir formatrice. Et c'est quelque chose aussi qui me trotte de plus en plus dans la tête. Et c'est pour ça aussi que l'intérim me pousse un peu, ça me pousse un peu là-dedans, parce que plus j'expérimente, plus je vais vivre des situations enrichissantes, et plus je vais pouvoir témoigner justement de ces expériences. Donc oui, voilà, si je deviens formatrice, je pourrais leur dire oui, ça je l'ai vécu, ça je le sais. C'est chiant, c'est difficile, comment vous ferez ? Comment vous pensez faire ? Enfin voilà, blabla de formatrice quoi. Mais quoi ? Non, pas du blabla. Non, mais des paroles de formatrice. Mais c'est une forme de coaching, hein. Donc du coup, voilà, tout ce qui est, comme je disais tout à l'heure, la réorientation dans l'humain, dans la communication, mais peut-être hors soin. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. On ne sait pas. Affaire à suivre. Merci beaucoup à Ève pour son témoignage qui, je l'espère, aura donné envie à certains d'entre vous de s'intéresser au métier d'aide-soignant. Merci pour votre écoute et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et en partageant l'épisode. À bientôt!